Notre invité Richard Ferrand, secrétaire général député du Finistère. Richard Ferrand, bonjour. Bonjour. Et secrétaire général de La République En Marche. D'ailleurs, le parti sera fondé quand ? Bien, écoutez, nous avons dit que nous ferons un congrès fondateur avant le 14 juillet. Donc on va préciser la date, trouver le lieu, mais ce sera avant le 14 juillet. Oui, dans la première quinzaine de juillet. Oui. Première quinzaine de juillet. Législative, donc 428 candidats. Déjà investis par La République En Marche, 428. On est bien d'accord. Il en manque 148. Alors, on est bien d'accord sur le chiffre. On est d'accord, mais permettez-moi quand même de parler des 428. Oui. Il en manque 148, je vais revenir pourquoi. Oui, mais les 428, parlez-en. J'en suis fier, j'en suis très fier. Oui. Parce que d'abord, il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a 95% de nos candidats qui ont une activité professionnelle. Nous voulons, par ces choix de renouvellement, on veut remettre les Françaises et les Français dans le match de notre démocratie. On veut qu'ils se réemparent de la vie politique française. Vous voyez, le renouvellement, c'est la promesse fondatrice d'Emmanuel Macron. Le 6 avril 2016, il a dit En Marche ira sur deux jambes. Le rassemblement et le renouvellement. Par la démonstration que nous apportons là, avec 77% de nos candidats qui n'exercent aucun mandat, nous sommes en train d'opérer la vraie révolution de la représentation de notre vie nationale. Et croyez bien que nous irons jusqu'au bout de cette logique. Bon, vous irez jusqu'au bout. Nous allons y revenir. Vous irez jusqu'au bout, Richard Ferrand. C'est déjà une première petite indication. Mais je vais y revenir. Donc 428 candidats, des candidats MoDem aussi, MoDem République En Marche. Il y en a combien ? Écoutez, à ce stade, je vais vous répondre, une quarantaine. Mais surtout, ce que je voudrais bien expliquer, c'est que la Commission nationale d'investiture, qu'a présidé Monsieur Delevoye, avec 6 femmes et 2 autres hommes, 9 membres, ont examiné 19 000 candidatures. C'est un travail colossal. Donc, ensuite, ont reçu 10% d'entre eux pour voir si ils auraient le temps de faire campagne, s'ils connaissaient bien le programme, etc. Il y a eu déjà dans la manière de faire quelque chose de tout à fait différent de ce que font traditionnellement les appareils politiques. C'est peut-être pour ça qu'effectivement il y a eu Mourad Boudjelal qui s'est retrouvé candidat alors qu'il ne l'avait pas voulu. Ou Thierry Robert à La Réunion qui lui était sous le coup d'une condamnation. Il n'avait pas un casier judiciaire vierge. Non. Il y a eu au total 14 erreurs, voilà, exactement, qui ont été rectifiées dans l'heure qui a suivi. Bon, écoutez, certes, ce fut une erreur, mais elle a été rapidement faite. Mais la démarche, cette commission nationale indépendante, et comment on a travaillé avec le MoDem, on a dit finalement, il faut que chacun envoie ses candidatures, ses ressources humaines, si je puis dire, les citoyennes et les citoyens qui veulent s'engager, pour que ensuite la commission choisisse chaque fois le meilleur candidat. Et le meilleur candidat, c'est quoi ? C'est celui qui incarne le mieux nos valeurs, nos idées, qui soit le retour de ce qu'on appelle la société civile dans la vie politique. C'est comme ça que les choses se sont faites, et non pas par des accords d'apothicaire. Alors, 46 ans. Je t'en donne 5, je t'en donne 6. Ça, nous, on fait pas d'accords d'appareil. Jamais. Je vais en parler des accords d'apothicaire avec François Bayrou, peut-être. Il n'y en a pas. Alors... Il y en a pas. Non, puisque la règle était celle que je viens de vous dire. Il y avait l'idée qu'il fallait promesse non tenue, dit François Bayrou. Non, attendez, monsieur Bourdin. Oui. Ce dont nous sommes convenus d'ailleurs. Monsieur Bayrou avait eu l'occasion de le dire sur le plateau de France 2 le 22 février. Il n'y a pas d'accord d'appareil. Nous avons dit envoyons les meilleurs d'entre nous pour voir comment ensemble on sélectionne la meilleure équipe de France pour que demain l'Assemblée nationale ressemble à la France. C'était ça l'idée, dans le respect des sensibilités. Et on avait dit, lorsque ce seront des personnes qui viendront du MoDem, eh bien, ils siégeront dans un groupe qui aura son identité. Au départ, l'exigence de François Bayrou, qui était tout à fait fondée, souvenez-vous, c'était faire sans délai une loi sur la moralisation de la vie publique. Le président Emmanuel Macron a indiqué que ce serait le premier texte qui serait adopté par le Conseil des ministres. Ensuite, il y avait une exigence forte de M. Bayrou qui était, lorsqu'il a dit qu'il ne se présentait pas, que la rémunération du travail soit mieux prise en compte. C'est ce qui a été fait dans l'ensemble du programme d'Emmanuel Macron. Donc les conditions de fond ont été réunies. Ensuite, comme vous le savez, depuis l'origine, En Marche est sur deux jambes.
rassemblement, renouvellement. Par conséquent, il nous faut construire ensemble tout cela. Bon, et donc, alors, nous allons le construire jusqu'au bout. Concrètement, François Bayrou dit que les promesses n'ont pas été tenues. Concrètement, aujourd'hui, vous me dites qu'il y a une quarantaine de candidats En Marche et MoDem. Est-ce qu'il y en aura plus ? Mais autant que nécessaire dès l'instant que ce seront les meilleurs et les meilleurs candidats. Vous avez dit c'est fini là. Non, je n'ai pas dit ça. Ah bon, vous n'avez pas dit ça ? Non. J'ai dit que... Non, pas du tout. Pendant ma conférence de presse, j'ai indiqué que nous continuerons à marcher ensemble ce chemin pour faire en sorte que... Est-ce qu'il y aura des candidats, encore de nouveaux candidats MoDem ? Puisqu'il est exigeant, François Bayrou. Non, mais attendez. Ce qui est important, Monsieur Bourdin, c'est que ce soit les Françaises et les Français qui soient bien représentés à l'Assemblée nationale. Nous avons dit depuis le début... Si les candidats MoDem sont bons, ils seront pris. Évidemment, et ils le sont d'ailleurs. Il y a d'excellents profils. Et donc ce qui est important, c'est que, peu importe de savoir si... Vous savez, les Françaises et les Français qui ont été retenus, moi je ne sais pas s'ils sont de droite, du centre ou de la gauche. J'en sais rien. On ne demande pas leur pédigré. On demande qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ? Est-ce que vous êtes engagé dans des associations ? Est-ce que vous avez un métier ? Voilà. Pourquoi vous êtes venu là ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le programme d'Emmanuel Macron ? C'est faire émerger. Que dites-vous ce matin à François Bayrou ? Eh bien qu'on continue à marcher ensemble le chemin et que tout va bien se passer, voilà. C'est-à-dire, tout va bien se passer, c'est-à-dire qu'il soit rassuré, quoi. Oui, mais vous savez, il n'y a rien de plus vieux qu'une colère de la veille. Ce qu'il faut, c'est avancer et tenir cette promesse fondatrice. Peu importe, finalement. C'est le renouvellement. Peu importe ce qu'il dit, important. Non, je ne dis pas ça. J'ai beaucoup de respect pour Monsieur Bayrou, bien entendu. Et il faudra l'entendre. Ce sont de vieux calculs politiciens. Non, mais ce qui se passe, c'est que quand vous renouvelez en profondeur, comme le souhaite le président Emmanuel Macron, et comme j'en suis le garant comme secrétaire général du mouvement, forcément, ça fait turbuler, si je puis dire, ça crée des turbulences dans les différents appareils politiques qui ont un certain nombre d'habitudes passées. Mais bon, on va y arriver. Vous préservez Manuel Valls ? C'est pas une question de préservation. Ah, il n'a pas de candidat à la République En Marche face à lui. Je peux mal expliquer. Oui. Si vous voulez, nous avons estimé qu'un ancien Premier ministre qui prend sur lui de quitter son parti d'origine pour demander l'investiture à la République En Marche, ça devait être examiné avec respect. On ne traite pas l'ancien Premier ministre comme quelqu'un qui serait n'importe qui. Il faut quand même avoir du respect, y compris pour les institutions. Mais en même temps, il faut rien lâcher sur nos critères et ne pas créer de passe-droit. Qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que M. Valls ne remplissait pas les critères, puisque nous ne voulons pas investir des gens qui ont déjà fait 3 mandats. Donc il ne remplissait pas ces critères et par conséquent nous n'avons pas investi. Mais nous avons considéré que compte tenu de ce qu'il fut et des engagements qu'il a pris de s'inscrire dans l'action du président de la République, eh bien il ne fallait pas, au motif que ce serait des querelles ou de la rancune ou de la vindicte, essayer d'empêcher son élection. C'est une première marque de faiblesse d'Emmanuel Macron ou pas ? Au contraire, c'est une marque de grandeur, je trouve, puisqu'il est de notoriété publique, que les affinités entre les deux hommes sont assez imparfaites. Eh bien, ils ne s'aiment pas, quoi. C'est une manière, les choses clairement. C'est une manière de marquer du respect et d'avoir, comment je veux dire, une sorte de mansuétude, de ne pas chercher les petites vengeances. Vous savez, la France, elle n'a pas besoin de ça. La France, elle a besoin qu'on se rassemble. La France, et c'est ça que veulent les Français. Moi, j'ai fait plus de 40 réunions publiques pendant la campagne présidentielle. Quand, à l'issue de réunions publiques, je discutais avec les gens qui étaient venus à ces réunions, qu'est-ce qu'ils demandaient ? Ils demandaient qu'on arrête avec les querelles de boutiques politiques, que les politiques aériennes, ça suffisait, qu'il fallait mettre sur la table des solutions. François Bayrou, c'est de la politique aérienne, pardon. Oui, d'accord, c'est comme ça que les Français le voient. Mais peut-être, mais moi c'est pas mon sujet, c'est pas le sujet du président Macron. Donc, ce qu'il faut apporter, ce sont des solutions et dans le rassemblement. Les Français sont pas intéressés par des clivages artificiels. Ils veulent des gens sérieux, qui bossent et qui apportent des réponses aux problèmes qu'ils rencontrent. Pas de candidat contre Marisol Touraine ? Non, attendez. Non. Pour l'instant, ce que nous avons dit, c'est qu'il y avait un certain nombre de circonscriptions qui n'étaient pas pourvues. Pourquoi ? Parce que, par exemple, outre-mer, il y a encore des discussions qui sont en cours. Et parce que, par ailleurs, nous voulons laisser de la place, de l'espace pour que ce rassemblement puisse se faire. Puisque ce que nous voulons, c'est qu'il y ait à la fois des citoyens, mais aussi des élus locaux, etc., qui puissent dire, bien moi, je viens mais alors pourquoi ne pas avoir mis de candidats face à Marisol Touraine, face à Stéphane Le Foll, face à Myriam El Khomri ? Pourquoi ? Pour leur laisser le champ libre ? Non, pas du tout. C'est pour dire, écoutez, vous, mais comme d'autres, de la droite. Oui, je vais y venir. Si vous souhaitez
rejoindre le rassemblement du président Macron, ça vous est quitter le Parti Socialiste, ça vous est loisible, mais de toute façon, c'est mercredi. Quitter le Parti Socialiste ? Ah bah évidemment, puisqu'on ne peut pas. Ils devront quitter le Parti Socialiste. On ne peut, oui, on ne peut pas porter les couleurs de la République en marche et être membre de notre parti. Vous leur dites aujourd'hui, on peut y adhérer. Faites le choix. Bah oui, bien sûr. Comme j'ai fait, moi. Vous quittez le parti, voilà, comme vous avez fait. Bah oui. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de candidat contre vous. Si vous ne quittez pas le parti, il y aura un candidat contre eux. Vous avez tout compris. Bon, d'accord. Bon, ben maintenant, au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Bah, bon, voyez. Alors, Richard Ferrand. Vous dites que je fais de la langue de bois, vous voyez que j'en fais pas. Vous voyez, bah non, mais parce que je crains beaucoup la langue de bois. Ouais, mais moi, j'en on fais va pas. voir si vous en faites. Tiens, allez-y. On va voir. Avec la droite, maintenant. Vous avez réservé des circonscriptions pour éventuellement soutenir des hommes et des femmes élus de droite. On est bien d'accord. Oui, on a laissé des espaces vacants pour qu'ils puissent lever la main et dire « Écoutez, moi je suis prêt à m'engager pour le projet de la majorité présidentielle. » Mais il faut qu'ils le disent. Hein. Oui. S'ils veulent, ils font. S'ils veulent pas, ils font pas. Pour l'instant, il y en a peu. Hein. Pratiquement pas. Pour l'instant, il y en a peu. C'est exact. Bon. Ben, c'est pour ça qu'on la laisse un petit délai. Tout va dépendre évidemment du nom du Premier ministre, du choix du Premier ministre. On est bien d'accord. Sans doute, oui, ce sera ça l'élément déclencheur. L'élément déclencheur. C'est-à-dire que si c'est un Premier ministre de droite ou du centre qui est désigné, il y aura des hommes et des femmes de droite et du centre qui vont vous rejoindre. Vous savez, Emmanuel Macron, plusieurs fois pendant la campagne électorale, a dit, rappelez-vous, élément fondateur, on dépasse les clivages. Deuxièmement, on fait en sorte que dans notre représentation parmi les candidates et les candidats à l'Assemblée nationale, il y ait cette pluralité, ce pluralisme. Et enfin, il a dit qu'il souhaitait constituer un gouvernement où la société civile aurait une large place, mais où aussi ce gouvernement incarnerait ce dépassement des clivages. Des clivages. Donc, vous savez, Emmanuel Macron, il a toujours fait ce qu'il a dit depuis le 6 avril 2016, date de création d'En Marche, et croyez bien qu'il s'arrêtera pas en chemin. Donc il ira au bout du renouvellement. Permettez-moi de vous dire que justement, il n'est pas encore installé à l'Élysée, que ce que nous avons démontré hier par la nature même de nos candidates et de nos candidats, eh bien c'est que sa promesse fondatrice du renouvellement, elle est tenue. Donc il ira au bout du renouvellement. Mais bien sûr, il l'incarne et c'est une nécessité absolue. Ça veut dire qu'aller au bout du renouvellement, c'est désigner un Premier ministre de droite et du centre. Vous êtes d'accord ? Oh bah écoutez, vous savez, le renouvellement n'est pas incarné par une sensibilité politique. Attendez. Attendez. Est-ce que ce serait un signe de renouvellement ? Monsieur Bourdin, je vois bien que vous le regrettez, mais je ne suis pas président de la République. Et par conséquent, ce n'est pas moi qui vais nommer le Premier ministre, et ce n'est pas moi qui vais faire état de rumeurs. Est-ce que vous savez qui sera désigné ? Non. Franchement, je ne le sais pas. Vous me le dites, vous ne savez pas ? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Et je vais vous dire, c'est très bien, parce que si je le savais, je serais obligé de vous mentir. Bon, alors il y a Donc je préfère vous confesser mon ignorance plutôt que vous mentir. C'est celui d'Édouard Philippe, le député maire du Havre. Est-ce que ce serait un bon choix à vos yeux? Je n'ai pas jugé. Je vous assure, dites toujours. D'accord, mais je ne vous demande pas. Mais est-ce que ce serait un bon choix? Laissez-moi vous répondre. Oui. Vous allez dire peut-être que je fais de la langue de bois. Oui, ça y est. La vérité, c'est que moi, je suis respectueux des institutions. J'ai un profond respect pour Emmanuel Macron et je trouverai pas à la hauteur de venir à votre micro dire ah tiens, il devrait choisir celui-là, c'est le là. Non, mais est-ce que ce serait un bon choix? Je voulais. Moi, Édouard Philippe, je le connais peu. Je l'ai croisé 2-3 fois à l'Assemblée nationale. Je sais que c'est un homme qui jouit de l'estime de l'ensemble des collègues. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Mais on se connaît pas bien, donc je peux pas vous en dire. Hier au Havre, il a tenu un discours vraiment de politique nationale et internationale, assez surprenant dans une cérémonie locale, sans aucune différence notable avec ce qu'avait défendu Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. C'est ce que tout le monde a noté. Eh bien, c'est bien de l'avoir noté. C'est bien de l'avoir noté. Ça veut dire qu'il est apte au rassemblement. Il est apte au rassemblement. Il est apte au rassemblement et au renouvellement. Bah, c'est ce que vous me dites. Et au renouvellement. Et au renouvellement, bien sûr, ce serait une figure nouvelle de la politique française. Ce serait un bon choix. Bah, écoutez, je transmettrai au président votre conseil. Non, mais c'est ce que... Non, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai rien à dire là-dedans. Je n'ai rien à dire là-dedans. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire dans les premiers jours de l'exercice du pouvoir? Le premier texte, vous m'avez dit, sera le renouvellement, la moralisation de la vie politique. Oui. Alors, moralisation, comment? En gros, pour nous rappeler ce qu'avait promis Emmanuel Macron. Alors, dans l'ordre, interdiction pour l'ensemble des parlementaires d'avoir des emplois familiaux, si je puis dire, c'est-à-dire d'embaucher son épouse, ses enfants ou je ne sais qui.
Première. Deuxièmement, même interdiction d'avoir une société de conseil, car un certain nombre de parlementaires avaient des sociétés de conseil qui faisaient que parfois ils étaient dans le travail sur une loi et ils avaient des intérêts, si vous voulez, avec telle ou telle entreprise. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient corrompus, c'est pas ça que je suis en train de dire. Simplement, ça crée un conflit d'intérêts, quoi. Ça crée une complication dans la légitimation, si vous voulez, des positions qu'ils peuvent prendre. Donc ça, c'est un deuxième impératif que l'on veut mettre dans la loi. Le troisième, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Nous considérons que il est possible de bien gouverner la France sans avoir autant de parlementaires et de bien représenter les territoires. Donc, et ensuite, toute une série de règles de déontologie, de contrôle, la fiscalisation de l'ensemble des indemnités, car tel n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, grosso modo, si vous voulez, l'architecture de ce texte qui sera proposé. Ce sera le premier texte. Hein. Le président élu a dit qu'il souhaitait... Premier Conseil des ministres, premier ce texte. C'est ça. Premier texte présenté. Oui. Bien, il y en aura d'autres. D'abord, un mot, tiens, j'avais oublié de vous poser la question. Le Premier ministre sera désigné dimanche soir ou lundi ? Emmanuel Macron a parlé de lundi. Pas dimanche soir, vous êtes certain ? La dernière fois que je l'ai entendu parler, il a dit je le nommerai le lundi. Bon, Richard Ferrand. Ensuite, il y aura les ordonnances sur une réforme du droit du travail. Et ça fait gronder déjà, vous l'avez remarqué, j'imagine. Là, il y tient, vraiment, ça va... Parce que François Bayrou lui recommande, encore une fois, d'ailleurs, il est très présent finalement, François Bayrou, dans ses conseils. Il est de bons conseils. Oui. Non, là, il est de bons conseils, là ? Non, d'une manière générale. Non, mais sur le sujet... Alors je vais vous répondre. Allez-y. Vous savez, il faut bien comprendre, les ordonnances, c'est quoi ? Les ordonnances, c'est pas quelque chose qui empêche la concertation et le dialogue social. Les ordonnances, c'est une décision du Parlement de donner au gouvernement la capacité à préparer son texte et ensuite on le ratifie en bloc. Et donc on nous dit, mais ça empêche le dialogue. Non, ça empêche l'enlisement dans le débat parlementaire. Mais la concertation, elle pourra très bien se mener. Au contraire, ça va lui laisser plus de temps avec les organisations syndicales, etc. Donc, là-dessus, pas de crainte. La deuxième chose, c'est que tous les rapports, études, points de vue sont connus. Puisque le rapport Combrexel, toute une série de textes qui ont été déjà mis sur la table voici peu de mois, sont connus. Les positions des organisations syndicales sur bien des points sont connues. Donc, plus que la méthode, ce qui est important, c'est quoi ? C'est que l'on souhaite que ce soit au plus près du terrain, avec des accords. Pas d'accord, ça n'avance pas. On puisse discuter dans les entreprises ou dans les branches. Que l'on arrête de dire que c'est de Paris, par la loi, par des choses qui s'imposent à tout le monde, qu'on peut tout gérer. Aucune entreprise ne ressemble à une autre. Pourquoi des règles communes entre le petit artisan et la grosse boîte du CAC 40 ? Ça n'a pas de sens. Donc il faut un cadre qui soit un ordre public social, évidemment, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Ensuite, on dit il faut négocier au niveau des entreprises, mais il faut qu'il y ait des accords, c'est-à-dire que les salariés soient représentés, et sinon, c'est les accords de branche qui s'appliquent. Vous ne reculerez pas sur ce texte ? Ah, mais on va pas commencer par reculer. Quand on marche, on avance. Donc les ordonnances, oui, avant l'été. C'est le projet que le président de la République a indiqué vouloir conduire à bien. Et vous tiendrez là-dessus. Écoutez, il n'y a pas de raison qu'il cale là-dessus. Non, mais je suis d'accord. Est-il vrai que le prélèvement à la source sera repoussé d'1 an ? Non, ce qui a été dit, c'est qu'il fallait l'expérimenter d'abord avant de le généraliser. On l'expérimentera en janvier, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Et les sénatoriales, repoussées d'1 an aussi ? Ça, je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Bon, ce n'est qu'une rumeur, donc. Je ne vois pas d'où ça vient, Bon, écoutez... Vous avez des réponses précises ? Pas tout à fait, il me manque une ou deux réponses. Allez-y. Richard. Mais il me manque surtout la réponse essentielle. Le renouvellement, la fin du renouvellement. Écoutez, rendez-vous jeudi prochain, puisque c'est mercredi que l'ensemble des candidatures sera connu, et vous pourrez vérifier et en juger vous-même que la promesse de renouvellement, qui est d'ailleurs déjà tenue. Il y a beaucoup je trouve qu'on n'insiste pas assez, parce que on vient toujours avec... par exemple, j'ai un tweet qui nous disent combien de que Monsieur Ferrand, Richard Ferrand, Richard Ferrand aussi, ici la coutume, nous disent combien de candidats sont fils ou filles de maires, sénateurs, députés, anciens élus. Il y en a beaucoup ou pas, non ? Mais ça va pas, mais bien sûr que non. Non, écoutez, vous savez quoi ? Il faut quand même prendre la mesure de la prouesse qui a été réalisée. La parité parfaite.
95% des candidats qui sont en activité professionnelle. 77% qui n'ont aucun mandat. Et la promesse de la société civile, c'est-à-dire de gens qui n'exercent strictement ou qui n'ont jamais exercé aucun mandat dans leur vie passée, c'est plus de la moitié. Toutes les promesses d'Emmanuel Macron sur le renouvellement sont d'ores et déjà tenues. Il en manque une. Et maintenant, le rassemblement, c'est la phase 2, à partir de la semaine prochaine, pour faire en sorte que justement nous puissions continuer à avancer sur deux jambes, rassemblement, renouvellement. Donc, et nous tiendrons bon. Il manque la deuxième jambe, on attendra le début de la semaine. Non, le rassemblement existe déjà. Oui, mais le regardez la pluralité. On va attendre un peu le début de la semaine. Mais le renouvellement, il se fait aussi à la base par nos candidates et nos candidats, pas que par le sommet. Bon, d'accord. Mais c'est encore mieux si ça se fait par les deux, je vous l'accorde. Ah, voilà. Bon, 8h56. Merci Richard Ferrand. Merci à vous d'être venu nous voir.